3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude maintenant qui est synonyme de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Sauf que là, si vous avez suivi aussi, vous savez que même si on a fait une petite interruption la semaine dernière avec ma mock draft, là, on vient de commencer un projet, mon top 100 NBA à l'heure actuelle. Et avant de commencer, il faut que je vous parle de mon t-shirt que m'ont envoyé les frérots de Derby Ball. C'est Swipa d'Aaron Fox des Sacramento Kings. J'espère bien que vous l'avez reconnu, même si c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus jouer cette saison, ou les saisons dernières. Mais peu importe, moi ce t-shirt je l'aime bien, comme à peu près tout ce qu'ils font chez Derby Ball. Franchement, leur travail est vraiment bon, je vous invite à aller voir. Regardez-moi ça, bien sûr ils font des t-shirts, c'est leur produit signature, mais ils font tout plein d'autres choses aussi. Des hoodies, des shorts, des jogos, des coques de téléphone, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le truc le plus fou, c'est le nombre de références qu'ils ont sur leur site. Il y en a plus de 500, des joueurs actuels comme du passé. Franchement, allez-y, passez-y du temps, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et le plus fort, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à s'adapter à l'actu tout le temps en travaillant jour et nuit pour vous créer des t-shirts qui sont en lien avec tout ce qui vient de se passer en NBA. C'est fort. Donc franchement, allez-y, leurs t-shirts sont bien sympas, ils sont quali, ils taillent bien, qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien, je le sais, peut-être bien un code promo. Et oui, en rentrant le 6ème homme au moment de la commande dans la case prévue à cet effet, vous aurez 10% sur toute votre commande. Donc ça vaut le coup. Alors go choper chez Derby Ball pour améliorer votre flow sur les plages cet été. Yeah, baby. Mais bref, vous l'avez compris, si on est là aujourd'hui avant tout, c'est pour parler de mon top 100 NBA actuel. En fait, même si c'est déjà le 3ème volume, j'ai l'impression que le concept n'est pas toujours clair pour tout le monde, donc je vous invite vraiment à retourner voir la première vidéo, les places de 100 à 81 pour comprendre. Mais grosso modo, retenez qu'on ne juge pas la carrière des joueurs, on ne juge pas non plus juste leur saison 2021-2022, on parle bien de leur niveau intrinsèque. Donc même s'ils n'ont pas joué ou peu joué, ça veut pas dire non plus que leur niveau est complètement éclaté et qu'ils ne méritent pas d'être dans ce top 100. Évidemment que ça aura de la valeur le dernier moment où on les a vus sur le terrain, et si on les a pas vus depuis longtemps, ça pourra les pénaliser, mais peu importe, ça n'aura pas non plus toute la valeur, et c'est bien ça qu'il faut retenir. Dites-vous pour illustrer que c'est comme si on allait faire un petit pick-up game cet après-midi, qu'on avait tous les joueurs de la NBA qui étaient disponibles, et qu'on prenait juste les 100 meilleurs joueurs pour qu'ils s'affrontent comme si tous étaient en bonne santé. Ensuite, j'ai décidé de les classer de la place 100 à la place 1, et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quelles sont les places 60 à 41 de mon top 100 NBA actuel? En place numéro 60, voici Cade Cunningham. Comme à chaque vidéo, je vous mets les stats de la saison passée ici sur le visuel, elles sont sur la droite. Et direct, on va commencer cette vidéo avec beaucoup de polémiques, parce que oui, je mets Cade Cunningham devant Scottie Barnes et Evan Mobley, et pire, je l'assume totalement. Et pourtant, ouais, ces deux-là ont fini devant Cade Cunningham dans l'élection du Rookie of the Year. Et pourtant, je suis bien d'accord avec le fait que Scottie Barnes ait été élu Rookie of the Year. Alors comment ça se fait que je mette Cade Cunningham devant? Eh bien, je l'assume totalement. Parce qu'ici, je le répète, et c'est toujours très important de le savoir, on ne juge pas du joueur qui a fait la meilleure saison. Le Rookie of the Year, c'est le rookie qui a fait la meilleure saison. Non, là, clairement, le rookie qui a fait la meilleure saison, c'est Scottie Barnes. Ou ceux qui sont pas d'accord, ils diront Evan Mobley, ça me va aussi. Les deux ont clairement fait une meilleure saison que Cade Cunningham. Mais vu que c'est pas ça qu'on juge dans le concept, et qu'on essaye de voir qui est le meilleur joueur à ce jour, et bien moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est Cade Cunningham. Lui, clairement, il a foiré son début de saison, mais il a eu une progression qui a été hallucinante. Et franchement, moi, si je prends aujourd'hui qui est le meilleur entre Cunningham, Mobley et Barnes, aujourd'hui, moi je préfère Cunningham sur les derniers mois qu'il a fait, parce qu'il a montré beaucoup plus de progression que les autres. En fait, la différence, c'est que clairement, ils méritent Barnes et Mobley parce qu'ils ont été réguliers pendant toute leur saison rookie. Cunningham, lui, il est vraiment monté en puissance peu à peu pour atteindre dans les derniers mois un niveau de ouf que j'ai trouvé supérieur à celui des deux autres. Sur ses 14 matchs au mois de mars, dites-vous, le mec, il a tourné à 23 points, 7 passes de moyenne et 48% de réussite. Il y a énormément de gens qui critiquaient son adresse, qui disaient que c'était un croqueur. Moi je répète, 23 points, 7 passes, 48% de réussite sur un mois de mars. En fait, ce qu'il a handicapé dans la course au Rookie of the Year, c'est qu'il lui a fallu un long moment pour trouver son rythme en NBA. Mais maintenant qu'il a trouvé son rythme, pour moi, c'est fil de gauche, appel de phare, on va à fond le plus loin possible, et Cade Cunningham est sur la bonne voie. Il a atteint des sommets pour moi qu'aucun rookie n'a atteint cette saison. Ses meilleurs matchs, il n'y a aucun rookie qui a fait des matchs aussi bons que les meilleurs matchs de Cade Cunningham. C'est un organisateur qui est très intelligent, qui a un bon handle, qui a un très bon sens de la passe, un gros QI basket, ça lui permet de manipuler les défenses avec beaucoup de talent, et avec sa taille de 2 mètres, qui est vraiment énorme pour un
meneur, il voit au-dessus de tout le monde, ça lui permet de lâcher des grosses passes, avec des changements de rythme qui sont dévastateurs, qui mettent encore une fois en difficulté les défenses. De plus en plus, là je parle que de son organisation, mais en plus de ça c'est un scoreur, hein. S'il a tourné à 17 points par match cette saison, et qu'en fin de saison il était à 23 points par match, c'est que de plus en plus il met de gros shoots, il a une adresse à 3 points qui est complètement en train d'exploser. C'est pour ça, faut pas se fier à tous ces chiffres là, parce que ces stats post-All-Star Break, elles sont vraiment beaucoup plus fortes que ça, et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment un niveau supérieur aujourd'hui. Il défend aussi, ça c'est important, bien sûr il défend, c'est pas qu'un attaquant, et ça m'étonnerait pas de le voir devenir All-Star bientôt, et je me dis presque que parmi tous les rookies de cette QV, c'est lui aujourd'hui le plus proche de devenir All-Star. Donc ok, je répète, c'est clairement pas le rookie qui a fait la meilleure saison, mais c'est aujourd'hui en tout cas le rookie qui aujourd'hui est le meilleur selon moi, et donc j'ai aucun souci, aucun scrupule à le mettre à la place numéro 60, le Cade Cunningham. Et bien pour Cade Cunningham, je m'attendais à ce que vous offusquiez plus, et finalement j'ai peut-être eu des arguments qui en ont convaincu certains, parce que vous êtes 72% à penser qu'il est à peu près dans le bon range, 24% l'auraient mis beaucoup moins bien classé. Je peux comprendre aussi, hein. Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur rookie, mais ceux qui vont me donner plus d'importance à l'ensemble de la saison, je peux comprendre que vous en ayez mis d'autres devant. Et 4% quand même l'auraient mis beaucoup mieux classé. Moi, ce que je retiens, c'est 72% dans le bon range, ça veut dire que j'ai à peu près tapé là où il faut. Donc pour cette place, numéro 59, voici Malcolm Brogdon. Pareil, vous voyez ses stats, qui sont plutôt bonnes lui aussi, et en vrai, ça me frustre de le mettre si bas, parce que pendant longtemps, il a été le meilleur scoreur des Pacers pendant cette saison, avant que Sabonis finisse par lui passer devant, mais bon, après Sabonis est parti, et Ali Burton, finalement, depuis qu'il est arrivé aux Pacers, a plus scoré que Brogdon, en plus Brogdon était blessé, mais ce que j'apprécie avec, on va dire, le premier tiers, voire la première moitié de saison de Brogdon, en fait, avant qu'il se blesse, c'est que c'est lui qui, en plus de scorer le plus de points, gérer tout le jeu dans tous les secteurs, lancer les systèmes et devait s'occuper de tout un petit peu offensivement. C'est un meneur intelligent qui sait prendre son temps, qui fait de super lectures, qui généralement fait les bons choix aussi, et même si ses pourcentages cette saison n'ont pas été aussi ouf que ce qu'ils ont déjà été dans sa carrière, vu que c'est un joueur, on rappelle, hein, qui a déjà fait partie du 50-40-90 Club, c'était il y a 3 ans, mais ça reste quand même un meneur sûr, Malcolm Brogdon. Un meneur qui me frustre un peu, parce que souvent il est blessé, des fois il est pas au niveau que j'attendrais, des fois il se cache peut-être un petit peu trop, mais ça reste un meneur sûr. Et puis comme je disais, je suis obligé d'être un petit peu déçu, d'être un petit peu frustré quand je pense à lui, parce que depuis sa saison sophomore, il enchaîne les passages à l'infirmerie. À chaque fois, il manque au moins un tiers de la saison, si ce n'est plus, voire les 2 tiers, hein, comme cette année. Du coup, ça rend de lui un joueur un petit peu irrégulier, alors qu'il devrait pas, parce que il produit de super choses quand il est en bonne santé, quand il est dans le rythme, mais le souci, c'est que dans le rythme, il y reste jamais bien longtemps. Donc même si c'est un joueur efficace, cette saison pour les Pacers, ça a été un gros désastre, hein, on va pas se le cacher. Et c'est difficile de mettre Brogdon plus haut, parce qu'il a encore des choses à prouver, mine de rien. Il faut qu'il prouve qu'il peut briller dans une équipe qui gagne, encore plus maintenant qu'il a un petit peu d'expérience, qui peut rester dans le rythme. S'il se blessait pas, ça l'aiderait, mais pour l'instant, tant pis, hein, il est blessé, ça fait partie du jeu. Et il y a des hauts et des bas jusque-là dans sa carrière qui vont pas dans son sens. Donc moi, j'ai besoin qu'il montre qu'il peut performer sur le long terme à haut niveau pour grimper dans ce classement. En attendant, c'est une place 59. Là, sur les 60 premiers, vous imaginez, vu qu'il y a 30 équipes, normalement, on est sur des options 1 ou des options 2. Donc Brogdon est dans les 60 premiers, c'est quand même une place très 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 respectable. Mais pour un joueur comme lui, j'espérais le voir plus haut, mais pour l'instant, quand je vois les gens qu'il y a devant lui, je peux pas me permettre de le mettre plus haut. Bon, concernant Brogdon, vous êtes à peu près d'accord aussi, parce que vous êtes 79% à valider mon range, donc ça c'est plutôt cool. Vous êtes 14%, vous l'auriez mis beaucoup moins bien classé. J'ai du mal, moi, à le classer plus bas, mais vous êtes sûrement frustré par le fait qu'il joue aux Pacers et qu'il se blesse souvent. Et 7% quand même l'aurait beaucoup mieux classé. Et vous ce que je lisais dans le chat, hein, vous kiffez son intelligence de jeu et la façon dont il joue propre. Moi, ces pourcentages ont trop baissé cette saison pour que je le classe beaucoup mieux. Et je suis persuadé par contre qu'il est capable d'être au-dessus. En place 58, voici Kyle Lowry. Alors c'est sûr que ses stats, surtout si vous regardez quasiment que les points, ses stats peuvent inquiéter. Mais ça reste quand même un vrai joueur, Kyle Lowry, et qui montre des choses depuis des années. Et même si cette saison à Miami, il y a eu des hauts et des bas, il faut retenir que c'est quand même un vrai joueur de basket avec une sacrée expérience. Maintenant, c'est un joueur qui clairement aurait pu être bien plus haut les années précédentes. Donc même si on ne juge pas que de la saison, forcément sa saison, elle laisse poser des questions sur son niveau. Est-ce qu'il n'est pas en train de vieillir, en train d'être sur la pente descendante, et comme tout le monde il est en train de vieillir, donc à mon avis c'est le cas. Cette saison elle permet de se dire que son niveau est un petit peu moins bon que les années d'avant. Par contre c'est pas que sur la saison qu'on va le juger et le pénaliser et le sortir du top 100, parce que
Malgré une énorme expérience, qui donne vraiment envie d'être tolérant et qui le porte vers le haut, hein, parce que Kyle Lowry, comme je disais, son expérience fait que c'est un vrai joueur de basket, parce qu'il a vraiment tout vécu, mais pourtant, ça me fait un peu de peine, surtout pour un nom comme ça, un multiple All-Star, mais c'est difficile de l'imaginer dans le top 50. Bien sûr, au Heat, il a apporté énormément dans le leadership et la parole, et ça a une vraie valeur. C'est un mec qui hustle, qui se bat, qui pense au collectif en premier, qui perd peu de ballons, qui défend, qui provoque des charges, c'est toujours l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur, il me semble, hein. Celui qui provoque le plus de passages en force dans toute la NBA, qui flop aussi de temps en temps, qui le fait à bon escient, on aime ou on n'aime pas, moi personnellement j'aime pas, mais bon, dans la mesure où ça aide l'équipe, c'est quand même un talent un peu vicieux, mais un talent, et qui peut, il faut pas l'oublier, aussi mettre de gros shoots, même s'il l'a pas trop fait en playoff, il l'a fait aussi en saison, et il en a envoyé quelques-uns, il est capable de prendre ses responsabilités dans les moments importants et de soulager certains bons joueurs de Miami. Et en fait, cette énergie qui montre Kyle Lowry, encore à son âge, je trouve qu'elle est belle à voir, et surtout, ce qui apporte une vraie plus-value à cette équipe du Heat, c'est que je la trouve contagieuse. Dès que Kyle Lowry se met à vraiment hustle, toute son équipe se met à le suivre, et tout ça fit complètement avec la culture de Miami, le Heat basketball, cet esprit de soldat de Kyle Lowry, ça fonctionne bien. Mais tout ça, c'est vraiment un côté leader, un côté mental. Et force est de constater que sur le terrain, c'est un peu plus irrégulier. Son leadership et sa volonté, ça c'est présent tous les soirs. Son jeu, il est moins présent tous les soirs. Aujourd'hui, on voit, il y a ses articulations qui vieillissent, qui s'usent. Il pèse plus sur tous les matchs comme il pouvait le faire avant. De temps en temps, il pèse, mais c'est pas tout le temps le cas. En playoff, ça l'a pas aidé, hein, il a été blessé, mais bon, est-ce qu'on va le pardonner pour ça? Non, il était sur le terrain. Pour moi, à partir du moment où t'es sur le terrain, t'as plus d'excuses. Et là, ses playoffs ont été très compliqués et son apport a été très aléatoire. Donc parfois, il est juste complètement invisible. Parfois, il fait tout ce qu'il sait faire et il apporte une vraie plus-value à son équipe. Donc je vais pas être trop sévère non plus, vu tout ce qu'il apporte dans la mentalité, vu tout ce qu'il est capable de faire par son expérience et tout ce qu'il a vécu les années d'avant cette saison. Mais pour viser plus haut, à mon avis, pour Kyle Lowry, genre un top 50, et un top 50, vous vous rendez compte que ça réunira que les meilleurs joueurs, il m'en faudra plus venant de Kyle. Donc c'est bien de jouer juste, c'est bien de jouer propre, c'est bien d'être un leader, mais c'est encore mieux quand t'as un réel impact qui est régulier dans une équipe comme Miami, je pense. Et ok pour Kyle Lowry, vous êtes 70% à dire qu'il est à peu près à cette place, donc on est à peu près d'accord pour le range de Kyle Lowry. 17% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé pour tout l'impact et tout le leadership qu'il apporte. Je peux le comprendre, mais pour moi il n'a pas eu assez d'impact en playoff pour viser plus haut. Et 13% d'entre vous disent qu'il mérite d'être beaucoup moins bien classé parce qu'il est déjà cramé, et vous, je vous trouve particulièrement sévère. Bien sûr qu'il n'est plus au niveau d'avant, mais ça reste encore un vrai titulaire NBA, Kyle Lowry. En place 57, voici Jaren Jackson Jr. Là, on est clairement sur l'un des tout meilleurs contreurs de la NBA. Un super défenseur qui protège le cercle et qui est plutôt mobile, qui peut switcher au moins un minimum. Et rien que pour son impact de ce côté-là du terrain, même si je trouve qu'il lui arrive encore de faire pas mal d'erreurs par manque de focus, en étant peut-être parfois trop naïf, en prenant surtout beaucoup trop de fautes trop vite, ce qui est pénalisant pour les Grizzlies, mais Jaren Jackson Jr. mérite une vraie place dans ce classement. Par contre, moi, quand je vois qu'il joue à peine 27 minutes par match, à cause de ses soucis de faute principalement, je me dis que ça aussi c'est gênant, et que lui aussi pourrait viser plus haut, s'il était peut-être un petit peu plus poli, un petit peu plus mature, et qu'il arrivait à se contrôler un petit peu mieux. En fait, il a tout le potentiel pour être un futur Deepoy, mais là-dessus, il va falloir qu'il gagne en maturité. Et le truc, c'est que c'est la même chose en pire de l'autre côté du terrain, en attaque. C'est cool qu'il puisse mettre des 3 points, qu'il puisse prendre feu, qu'il puisse s'écarter, mais ça reste très irrégulier, et sa sélection de tir, elle pose vraiment question. Les soirs où il est pas en réussite, il va insister de loin au lieu de s'approcher du cercle, et ça me dérange parce qu'il est vraiment capable de s'approcher du cercle, mais des fois il va chercher la facilité sur les 3 points, comme il va la chercher en défense, en sautant parfois à toutes les feintes, en retombant mal et en faisant beaucoup de fautes. Et pour revenir à l'attaque, il y a qu'à regarder ses pourcentages assez suspects pour s'en rendre compte, 41% au global pour un intérieur, c'est assez catastrophique. Donc ouais, le potentiel chez Triple J, il l'a des deux côtés du terrain, encore plus en défense qu'en attaque. Tous les outils y sont présents, mais pour le moment, on peut pas le juger sur ce qu'il pourrait devenir, vu qu'on juge à l'instant T. Et ce qu'on voit, c'est que ce potentiel, il peine à l'atteindre, surtout par manque de maturité. Donc après, maintenant, il a que 22 ans, il y a rien de rédhibitoire. C'est pas parce qu'il est en 57 aujourd'hui qu'il montera plus et que je fais une croix définitive sur lui. Donc avec de l'XP, peut-être qu'il arrivera à l'atteindre un jour son potentiel, mais voilà, aujourd'hui il y a rien de certain, même si j'ai tendance à y croire, aujourd'hui il y a rien de certain, et pour l'instant, en tout cas à mes yeux, c'est peut-être encore un poil trop juste pour viser plus haut qu'une place 57, même si une place 57 c'est déjà très bien pour un joueur de 22 ans. Alors concernant Jaren Jackson Jr., encore une fois, ça fait plaisir, toutes les premières places, en tout cas toutes celles que je vous ai dévoilées jusque là, dans le chat vous êtes globalement d'accord, parce que là vous êtes 79% à dire que vous l'auriez mis à peu près dans ce range, 14% d'entre vous l'auraient beaucoup moins bien classé, et 7% beaucoup mieux classé
classé. Donc vraiment, on est sur une très faible pourcentage. Encore une fois, il y a des gens qui le classent plus haut, des gens qui le classent plus bas, et une majorité qui le met à peu près dans mon range. Donc ça veut dire qu'on est sur un juste milieu. J'ai pas trop dû déconner pour le classement de Jaren Jackson Jr. non plus, et ça fait plaisir. Alors en 56, voilà Jalen Brunson. Lui, avant ses playoffs, il rentrait dans mon top 100. Hein. Je vais pas abuser, je pense qu'il rentrait dans mon top 100. Mais je l'avais clairement pas si haut. Et lui, j'avais commencé à faire mon top 100 avant les playoffs, et plus les playoffs ont avancé, plus j'ai eu tendance à le monter, parce que non seulement il a été bon au début, mais en plus de ça, il a confirmé des choses. Et en fait, je suis content quand même qu'il y ait un petit peu d'eau qui est coulée sous les ponts depuis la fin des playoffs, pour pas non plus me faire complètement happer par la culture de l'instant, et pour pas le mettre trop haut non plus. Lui, je l'avais monté, je l'ai redescendu, et je pense qu'aujourd'hui, à la 56e place, il est dans un range qui me paraît un peu plus cohérent. N'empêche que culture de l'instant ou non, il a dû gagner au moins une dizaine de places par rapport à ce que je l'avais mis avant, peut-être même un peu plus. Parce qu'il a montré qu'il pouvait être excellent sur la plus grande scène du monde, donc les playoffs, qu'il pouvait prendre le relais d'un Luka Doncic qui était blessé au premier tour contre Utah, scorer des trentaines de points, manipuler les défenses et même porter les siens vers la win. Et ça, mine de rien, c'est déjà la marque des très bons joueurs. Et puis être top 60, c'est déjà que c'est la marque d'un très bon joueur. Après, je veux pas m'enflammer totalement non plus, parce que l'échantillon est faible. Non, après, il a quand même fait une bonne saison, hein, sa saison a pas été dégueu, mais l'échantillon où il a été excellent, pas loin d'être élite, ces quelques matchs de playoff où il a été génial, ça reste quand même assez faible. Et je suis persuadé que ça va suffire quand même pour qu'il signe un très gros contrat cet été, le Brunson. En même temps, il faut regarder ses chiffres, hein, même sur la saison, c'est pas un sniper à 3 points, c'est sûr, mais tous les tirs qu'il prend de loin, il les met avec efficacité, et tout ça c'est plutôt bien, il arrive à jouer sur ses forces, à ne pas trop insister sur ses faiblesses, et ça c'est bien, il dribble, il drive, il joue en ISO beaucoup, il utilise son mid-range, il envoie 2-3 flotteurs, c'est plutôt propre, ça il le gère bien, et c'est là-dessus qu'il construit son jeu. C'est un arrière costaud qui arrive bien à profiter de ses épaules pour s'approcher du panier, et même quand Luka est là, il peut jouer le rôle du parfait second ball handler. En fait, j'aime bien qu'il puisse jouer avec le ballon et sans le ballon, il peut exister des deux façons, et ça c'est très important dans une équipe comme Dallas, avec un mec qui porte la balle comme Luka Doncic, qui est vraiment un des joueurs les plus ball dominants de la ligue. Donc ok, lui non plus c'est pas forcément un très bon défenseur, j'aurais pu le mettre plus haut s'il défendait plus, mais avec son envie, avec sa rage, il peut faire à peu près le minimum, et quoi qu'il en soit, si on regarde de l'autre côté du terrain, son intelligence de jeu offensive me plaît trop pour le classer plus bas, et le rôle qu'il a eu dans une équipe comme Dallas, qui a fait un si beau parcours en playoff, ça me dit que la place 56 pour Jalen Brunson, elle est plutôt cool. Et ok, concernant Jalen Brunson, pour l'instant, on est en train de faire un carton plein, je sais pas jusqu'à quand ça va continuer, je sais qu'il va y avoir quelques joueurs de débat qui vont arriver, peut-être même juste après, mais je sais qu'il y en a plein qui vont arriver, donc je pense pas que le carton plein reste, mais pour Brunson, vous êtes 84%, donc une grosse majorité. Vous l'auriez mis à peu près dans ce range, donc c'est très bien. 12% l'aurait beaucoup moins bien classé, et 4% l'aurait beaucoup mieux classé. Je m'attendais à ce que vous soyez plus nombreux à le classer beaucoup mieux. Ça me va, ça veut dire que vous n'êtes pas trop dans la culture des playoffs non plus. Vous les prenez en compte, mais vous rendez compte que ce n'est pas que là-dessus qu'on va juger, et que l'échantillon peut-être mérite d'être plus important. Je suis content des résultats qu'on a dans le chat encore une fois pour Jalen Brunson. En numéro 55, voici Julius Randle. Et lui, je le trouve très compliqué à juger. Si j'évaluais que sa saison, et encore plus les attentes que j'avais sur lui en saison, je l'aurais classé bien plus bas tellement il m'a déçu. Et si je jugeais que des attentes, peut-être que je l'aurais même pas mis dans mon top 100. Mais bon, là j'aurais exagéré, et j'ai essayé de me détacher un petit peu de ça. Et je suis clairement sûr qui vaut mieux que la saison qu'il vient de faire Onyx. Et sa saison 2020-2021 l'avait vraiment prouvé, il avait été All-NBA à l'époque, je le rappelle. À ce jour, ça reste quand même le franchise player de New York, même si ça se joue de plus en plus avec Barrett, mais c'est encore lui, je pense, le franchise player de New York, grâce notamment à son apport en attaque et au rebond. Je pense qu'il est responsable de pas mal de choses, c'est clair. Maintenant, si on pense au négatif dans la mauvaise saison d'Enix, c'est assez clair, mais je suis pas non plus d'accord pour qu'on l'accuse d'absolument tous les maux. Pour moi, l'un des premiers points qui a pêché du côté d'Enix cette saison, c'est la défense. Et la défense, en vrai, même déjà la saison dernière, et même s'il assurait plutôt bien dans le secteur, c'est quand même pas à lui en premier, c'est pas à Randle qu'on va demander ça. Donc pour tout ce qui est de la défense, moi c'est pas sur lui que j'ai envie de tirer en premier. Moi en vrai, j'en veux pas mal au management d'Enix, qui ils ont abandonné pas mal de bons défenseurs l'été dernier, et je pense qu'ils ont pas très bien recruté, et perdre du Reggie Bullock et du Elfrid Payton, ça a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on pensait. Mais j'en veux aussi à Tom Thibodeau, qui a jamais su se remettre en question, jamais s'adapter, qui a joué de la même façon que l'année d'avant avec un effectif qui était différent, et je suis sûr que tout ça montre que Randle n'est clairement pas le seul responsable. Maintenant, je dis pas non plus que Julius Randle est complètement exempt de tout reproche, loin de là. Mais je pense juste qu'on l'a peut-être un peu trop vite vu comme le seul bouc émissaire de la saison des New-Yorkais. Et vu qu'en plus au Madison Square Garden tout a tendance à être amplifié, ça l'a pas aidé à être bien vu. Il s'est retrouvé avec les médias sur le dos, le public sur le dos. Lui, c'est un joueur qui marche à la confiance, et là sa confiance elle est tombée assez bas. Il s'est senti à devoir prouver des choses. Il a montré un mauvais visage.
il avait une mauvaise attitude, hein, un mauvais body language. Mais il y avait des raisons aussi. Il est tombé, enfin, si le public lui en voulait, il y avait des raisons. Il est retombé dans ses travers, il a joué beaucoup pour lui, il a forcé des shoots, plus que de raisons, en tout cas plus qu'il l'avait fait la saison précédente. Et comme je disais, son attitude était un petit peu à l'opposé de celle d'un leader. Ça pique un petit peu. Rien que ça donne vraiment envie de le tacler. Cependant, ce que je disais, c'est que à côté de ça, ça reste un joueur de talent qui sait un petit peu tout faire, qui a de bons instincts de passe aussi, hein, qui physiquement est très imposant, qui peut mettre des shoots difficiles, des shoots importants, et même défendre un minimum, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tout ça, je veux pas le zapper. Comme je disais, c'est un mec qui marche à la confiance. Cette saison, il n'a pas été mis en confiance par tout le contexte qu'il y a eu chez les New-Yorkais. Est-ce que ça veut dire qu'on va directement lui dire que c'est un mauvais joueur et qu'il mérite pas un top 100 ou même pas un top 60? Non, je suis pas d'accord avec ça. Si, je suis d'accord avec moi, j'essaye quand même. Mais pour moi, ouais, c'est plus gros souci, et c'est ce qui s'est encore plus vu cette saison. Ça se situe dans la prise de décision, dans le body language, mais à côté de ça, je pense qu'il a aussi de vraies qualités. Donc je veux pas être trop sévère après une seule saison ratée, quand l'année d'avant il était All-Star et All-NBA. Par contre, l'année prochaine, il a vraiment intérêt à faire mieux. Là, je l'excuserai pas sur le manque de confiance et le public du Garden ou le harcèlement des médias. Sinon, il va perdre encore beaucoup de place, Julius Randle, si je refais ce classement l'année prochaine. Concernant Julius Randle, vous êtes 56%, et franchement, je m'attendais à être à moins de 50%, et finalement, ça va. Vous êtes 56% à valider ce range, et c'est plutôt cool. Et vous êtes 12% à clairement penser que Julius Randle doit être mieux classé, et 32%, moi je m'attendais de toute façon à ce qu'il y ait beaucoup de gens sévères, beaucoup de gens, et même peut-être une majorité de gens qui réclament à ce qu'il soit moins bien classé, et parce que cette saison a été décevante. Mais vu qu'on juge pas que là-dessus, moi ça m'aurait embêté, et finalement ça va, parce que vous êtes 32%, vous l'auriez moins bien classé, 12% vous l'auriez mieux classé, et voilà, un 56% encore, c'est propre, et je suis plutôt content. Julius Randle, bah ça veut dire que j'ai pas si mal tapé non plus que le concernant, donc let's go, on continue, ça me va bien ce début de live pour l'instant. Allez, en place 54, voici Tyrese Haliburton. Et lui, c'est pareil, je trouve qu'il est assez compliqué à évaluer, le Tyrese, parce que depuis 2 saisons, il était quand même un petit peu perdu dans le marasme des Sacramento Kings. Il a montré qu'il avait un talent certain, et puis c'est certain qu'il a du talent, mais le contexte de Sacramento, ça l'a jamais aidé à exploiter ce talent convenablement, je trouve. Sauf que là, depuis qu'il a été transféré à Indiana, il nous a montré des dingues sur les 26 matchs qu'il a passés. Il a fait, enfin déjà, quand tu marques plus de 17 points par match chez des Pacers, même en fin de tableau, à 50% au tir et 40% à 3 points, c'est propre. Mais si t'ajoutes à ça une dizaine de passes par rencontre, ça devient super sérieux. Son passage à Indiana, hein, sur les 26 matchs, c'est du 17 points 10 passes quasiment. Dommage maintenant que ça se voit pas dans les stats, son passage à Indiana, parce que vu qu'il a passé les 2 tiers de sa saison à Sacramento, et vu qu'on va aussi le juger de là-dessus, il y a une bonne partie de sa saison et une bonne partie de son niveau qui se joue sur sa saison rookie à Sacramento et sur ses deux premiers tiers des saisons aux Kings. Et là-bas, il était perdu un peu au milieu d'une ligne arrière qui était complètement embouteillée. Il y avait du De'Aaron Fox, du Buddy Hield, du Davion Mitchell entre autres. Et là, selon moi, en tout cas à mes yeux, avec ses instincts de playmaker, son adresse de loin et sa justesse dans le jeu, il a réussi à prendre des responsabilités chez les Pacers en profitant de l'absence de Malcolm Brogdon et de sa blessure. Là, on parle de plus en plus d'un Brogdon sur la liste des transferts parce qu'on veut donner les clés à Tyrese Haliburton. Et peut-être, en tout cas, il y a des gens qui y croient. Et moi, je ferme pas la porte, même si je dirais pas que ça va arriver à 100%. Mais je peux y croire. Tyrese Haliburton peut devenir le leader des Pacers. Maintenant, est-ce qu'avec Tyrese Haliburton en leader, les Pacers deviendront une équipe qui gagne? Je n'irai pas jusque là, mais en tout cas ça peut s'essayer, puis on verra bien. Moi ce que j'aime, c'est que non seulement il crée pour les autres, mais pour lui, il a appris à créer de mieux en mieux, il y a une vraie progression dans ce domaine du jeu. En plus de ça, il défend pas trop mal grâce à ses longs bras, il défend même plutôt bien. Sa prochaine évolution, à mon sens, ce sera dans le fait d'attaquer peut-être encore plus le cercle pour provoquer des fautes. Là-dessus, il y va pas encore assez, il est peut-être un petit peu assez soft, assez jeune dans l'attaque du cercle, il préfère envoyer des flotteurs un peu difficiles à mi-distance plutôt que d'aller au contact. Mais peu importe, parce que dans ce que j'ai vu jusque-là, le niveau de jeu et le talent sont présents, avec ou sans le ballon d'ailleurs, parce que même quand quelqu'un d'autre porte la balle, lui il peut prendre les écrans et aller sanctionner en catch and shoot après un démarquage. Et je pense que déjà dans la tête des fans, de toute façon à Indiana, il a pris la place de Malcolm Brogdon. Donc dommage qu'il ait pu montrer son meilleur visage que pendant 26 petits matchs à Indiana dans une équipe qui galérait. Sans ça, je l'aurais peut-être imaginé plus haut. Et tant qu'il n'y a que cet échantillon, pour le moment, je me dis qu'une place 54, c'est assez cohérent pour Tyrese Haliburton, avec une porte qui est ouverte dans les années à venir pour grimper encore. Je pense qu'il en est capable, quoi. Tyrese Haliburton, vous êtes 83% à le voir à ce range, donc encore une fois, on est d'accord, c'est cool. 13% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé. Pourquoi pas? Pour moi, c'est encore un peu tôt. Et 3% l'auraient bien moins classé, et ça, je vous trouve sévère, mais pourquoi pas? Ça veut dire que vous faites pas encore confiance à Haliburton. Mais bon, 3%, c'est quand même très faible. 83% ok, ça me va bien.
En 53, voici R.J. Barrett. Et pour moi, s'il y a une satisfaction au Knicks cette saison, bah c'est bien R.J. Barrett. Dès le début de cette campagne, là, il s'est imposé comme option 2, derrière Randle. Et dans une équipe où il y a Evan Fournier ou Kemba Walker, même si les deux ont eu des saisons décevantes, en tout cas pour Kemba Walker et Evan Fournier, il y a eu du bien, mais il y a eu du moins bien aussi, bah c'est plutôt propre de s'être affiché en deuxième option dans une telle team avec quand même beaucoup de talent offensif. Mais le truc, c'est qu'en plus de ça, plus la saison a avancé, et plus il est monté en puissance, au scoring notamment. Ses moyennes, elles ont vraiment augmenté considérablement, et après le All-Star Game, ça s'est senti, mais à fond, qu'il voulait prouver. Allez voir sur Basketball Référence ses stats après le All-Star Break, c'est plus de 24 points par match sur ces quelques mois là, c'est quand même ultra lourd, 24 points par match. Ok, les Knicks jouaient plus grand chose, mais tourner à 24 points par match, même dans une équipe qui joue pas grand chose, c'est pas donné à tout le monde. Donc je sais pas si un jour il sera franchise player, il peut l'être, mais en tout cas franchise player dans une équipe qui gagne, je suis pas encore certain, il a des choses à prouver, mais à mon sens, avec un poil plus de maturité, encore, il pourrait vite être un lieutenant dans une équipe qui a des ambitions. Ça, je pense que vraiment ça, il en est capable. J'aime vraiment les progrès qu'il a fait globalement au shoot, notamment au shoot de loin, R.J. Barrett. Dans le corner notamment, c'est devenu une arme très solide. Ça, il avait commencé à le montrer déjà il y a 2 ans, et il a continué là-dedans, même si ses pourcentages sont pas encore ouf, loin de là, ça a jamais été un shooter, mais il montre que maintenant il peut s'écarter en tout cas de plus en plus. Et j'aime aussi l'évolution qu'il a connue dans la self-création. Si avant il jouait surtout off-ball, c'est plus du tout le cas. Maintenant on a un Barrett qui dribble beaucoup plus, et qui de temps en temps, même de plus en plus régulièrement à New York, s'est transformé en ball handler numéro 1. Maintenant c'est vrai que ses pourcentages piquent un peu, c'est sûr, et ça, je vais pas non plus lui trouver toutes les excuses du monde. Sa sélection de shoot est à polir, c'est sûr et certain, mais dans une équipe avec un jeu offensif qui était si compliqué que celui des Knicks, pas évident non plus de trouver forcément des bons shoots. J'aime aussi comment il peut utiliser son physique, parce que c'est quand même un joueur qui est déjà bien tanké pour son âge. Il peut bully ses vis-à-vis et il le fait plutôt avec talent. J'aime aussi comment il peut se transformer en vrai lockdown en défense, parce que ça on n'en parle pas assez, mais la défense de R.J. Barrett elle est très très lourde, et à New York, surtout avec les départs dont je parlais tout à l'heure quand j'évoquais Julius Randle, il y a besoin de vrais défenseurs. Donc par contre, si j'ai parlé de maturité tout à l'heure en parlant de R.J. Barrett, c'est pas par hasard. Comme je disais, il a une prise de décision qui pose parfois un peu question. Sa deuxième partie de saison, quand il s'est mis à marquer plus de points, quand il a tourné à 24 points de moyenne, il a beaucoup plus forcé ses shoots. On voyait qu'il voulait scorer, qu'il voulait prouver à du monde qu'il avait le niveau pour être un gros scoreur. Mais de temps en temps, il a eu un peu tendance à oublier de jouer avec ses potes de temps en temps. Mais à la new-yorkaise de cette saison, j'ai envie de dire. Et sur tout ça, il va falloir taffer et améliorer ses pourcentages. Maintenant, ce que je retiens, c'est que Barrett, il a quand même de bonnes bases. Il vient juste de fêter ses 22 ans, c'est très jeune, donc on peut le pardonner sur pas mal de choses. Et quand on voit qu'un joueur qui vient juste d'avoir 22 ans et est à la 53e place, c'est que c'est déjà très fort. Et je me dis qu'en continuant à mûrir et à se développer, notamment sur son handle encore, pour créer encore plus pour lui, et sur sa prise de décision, son expérience, son QI basket, il a les outils pour viser bien plus haut le Barrett. Alors je dis pas top 20, mais il peut encore grappiller quelques places dans les années à venir, à mon avis, sans trop de problèmes. R.J. Barrett, encore une fois un bon score, vous êtes 71% à le voir à peu près dans ce range, et puis après les autres, ça se répartit, donc ça montre encore une fois que ce range est plutôt bon, parce que quand même 13% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé, en ajoutant qu'il était clutch aussi, et c'est vrai qu'il est clutch, et 17% d'entre vous l'auraient beaucoup moins bien classé en disant qu'il était trop individualiste, et pour moi la présence et le fond de jeu d'Enix sur ce côté-là l'excuse un peu. Donc 71% à cette place, c'est plutôt bien pour R.J. Barrett. Place 52, voici Nikola Vucevic. Et en fait, moi je me dis quand même, quand je le vois dans mon classement là en 52, même pas dans la première moitié de mon top 100, alors qu'il était encore All-Star en 2020, en 2021 même, ça peut surprendre au premier abord. Et pourtant, à Chicago, je trouve qu'en changeant d'équipe, il a montré qu'il avait quelques limites. Jusque-là, à Orlando, il brillait surtout dans une équipe de milieu, voire fin de tableau, dont il était le leader. Mais là, quand il est arrivé aux Bulls, avec des attaquants comme Zach LaVine ou DeMar DeRozan, son rôle, logiquement, a dû évoluer, parce qu'il avait beaucoup moins de ballons qui passaient pour lui. Et là, on se rend compte qu'à Chicago, clairement, il a galéré au début, il passait beaucoup de temps au périmètre, en attaque, derrière la ligne à 3 points, en oubliant pas mal ses forces, et en attendant que le jeu se passe, et puis lui en provoquant un petit peu de spacing et en recevant le ballon, sauf que c'est pas suffisant pour un joueur comme Vucevic. C'est bien de pouvoir stretch dans une team comme les Bulls, mais ses shoots sont pas forcément rentrés avec beaucoup de régularité, et surtout il est capable de bien plus. En parallèle, là j'ai parlé que de l'attaque, mais sa défense, on le sait, ça c'est pas une surprise, c'est l'une de ses plus grosses faiblesses, et dans une team comme Chicago, qui a été très souvent diffusée, qui avait en plus de ça vraiment besoin de protection de cercle, mais ça a été exposé vraiment fort aussi, les faiblesses défensives de Niko Vucevic. Après, moi j'ai bien
bien aimé le rôle qu'il a pu avoir en playoff offensivement. Ok, hein, les Bulls ils se sont fait rouster, ils se sont fait laver par les Bucks en 5 matchs, mais il a tourné à 19 points, 12 rebonds, et il a montré qu'il avait envie. Dans une équipe qui a beaucoup baissé les bras, j'ai trouvé, DeRozan m'a déçu. Bah, vous allez dire comme dans tous les playoffs pour les mauvaises langues, mais ouais, DeRozan m'a déçu. Et Vucevic, lui, je trouve qu'il s'est battu, et ça j'ai bien aimé. Ça montre en fait qu'il a de vraies qualités, c'est un winner, mine de rien. Avec ses failles, avec ses forces, c'est un winner. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'en playoff, contrairement à toute la première moitié de la saison où il a passé son temps au large, mais là il est allé au cercle, il a montré qu'il avait des jeux au poste, même avec une grosse défense des Bucks dans la raquette. Sous le panier, quand il y va, il est performant, et finalement, il est capable de mettre des buckets aux 3 niveaux. Il a un bon petit mid-range, son 3 points, il peut mettre de temps en temps, je veux juste qu'il insiste pas trop dessus. Il peut poster ses adversaires, comme je disais, il peut être très actif au rebond, c'est un vrai pivot, quoi, c'est pas juste un shooter au large. En fait, il y en a pas des masses, si on regarde, des big men qui sont aussi skillés que Vucevic, avec d'aussi bonnes mains. Enfin, franchement, il a des mains d'une précision, avec un toucher, et des bons appuis qui font plaisir. Maintenant, voilà, il a des faiblesses défensives, mais aussi le fait qu'il n'ait pas encore prouvé qu'il pouvait réellement peser dans une équipe qui avait des grosses ambitions, qui font que ça le pénalise quand je fais mon top 100, et ça fait qu'il n'arrive pas dans le top 50. Donc à lui de me montrer l'an prochain que j'ai eu tort, mais pour l'instant je trouve que sa place à Vucevic, elle est juste aux portes de ce top 50. Pour Vucevic, ça a créé pas mal de débats, beaucoup lui en veulent énormément pour son absence défensive, en disant qu'il fait même pas les efforts. Je vous trouve un poil sévère, mais il y a du vrai. Par contre, de temps en temps, il se bat, même s'il n'a pas les capacités, mais c'est vrai que c'est un joueur qui joue essentiellement en attaque et qui n'est pas forcément bien utilisé en attaque, donc ça l'a pénalisé à Chicago. Mine de rien, même si c'est peut-être le plus petit score d'aujourd'hui, la majorité est encore d'accord avec moi, vu que vous êtes 53%, vous l'auriez classé dans ce range. 35% par contre l'aurait beaucoup moins bien classé, parce que sa défense est vraiment rédhibitoire pour vous. Je peux l'entendre. Par contre 12% l'aurait beaucoup mieux classé, et là vous jugez vraiment de son talent offensif et de ses mains assez incroyables, et limite je peux l'entendre aussi. Donc voilà, moi j'assume mon Vucevic à la place 52, et je comprends vraiment qu'il puisse susciter des débats en fonction de son utilisation très différente des deux côtés du terrain, et de son impact surtout très différent des deux côtés du terrain. En 51, voici De'Aaron Fox. Ah, De'Aaron Fox. Lui, si on regarde que ses stats, c'est très très fort, et encore plus si on regarde que le scoring. Il est à plus de 23 points par match sur une saison, à quasiment 6 passes et 4 rebonds, c'est assez balèze. Maintenant, il a une mauvaise adresse de loin, c'est sûr, à 3 points, mais ça le pénalise pas vraiment, parce qu'il va pas non plus trop insister sur ses shoots extérieurs, et s'il est à 47% au global, ce qui est une très bonne stat, un très bon pourcentage pour un meneur de jeu, c'est que justement, il sait à peu près quel shoot il est capable de mettre et quel shoot il est incapable de mettre. Maintenant aussi, quand je vois son nombre de balles perdues, moins de 3 pour un joueur qui porte autant la balle et qui joue si vite, c'est plutôt bien, parce que il faut se rappeler que ce meneur, c'est peut-être probablement le plus rapide ou le plus vif de toute la ligue, et c'est clair, il suffit de le regarder jouer pour se rendre compte que c'est un gars qui est super électrique, super dynamique, qui peut mettre le feu sur beaucoup de défense, et c'est un joueur à highlight qui est assez plaisant et qui est assez fun à voir jouer. En plus de ça, moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on parle pas assez de lui, parce qu'il est dans une équipe un peu éclatée, quoi. Et pourtant, le mec, là, ça fait 5 saisons qu'il est en NBA, et il a fait sa place quand même. Là, comme je disais, vu qu'on va pas juger que sur cette saison, il faut se rappeler que lors de la campagne 2020-2021, il tournait à plus de 25 points par match et 7 passes. Donc c'est quand même très très lourd si on parle de chiffres. En plus, j'ai l'impression que de plus en plus, même si c'est dur à Sacramento, il essaye de s'afficher en leader sur le terrain ou sur le vestiaire. On le voit beaucoup plus communiquer, beaucoup plus essayer de placer ses gars. Donc ça marche pas, mais au moins il essaye, et dans le marasme des Kings, c'est tout à son honneur d'essayer de s'imposer dans le leadership. Donc avec tout le bien que je dis, pourquoi ne pas le mettre dans le top 50 ? C'est justement pour ça, c'est parce que c'est son impact, il se voit beaucoup plus dans les stats que dans les résultats de son équipe. Il a également des faiblesses en défense, et en tant que meneur, même s'il a aussi l'excuse du coaching qui a été un petit peu inexistant jusque-là à Sacramento, c'est aussi sa responsabilité d'arriver à créer un fond de jeu en attaque. Donc c'est bien d'essayer, maintenant il va falloir, pour passer à l'étape supérieure, qu'il y arrive, ce De'Aaron Fox. Donc là, en fait, il suffit de voir jouer Sacramento pour se rendre compte à quel point c'est brouillon, le jeu des Kings. Et si on reparle de De'Aaron Fox, c'est clair que le talent et les qualités sont présentes. Mettre des points ou faire des passes, il sait le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il est 51ème. Mais maintenant, je préférerais qu'il brille moins individuellement et que sa team gagne pour encore grimper dans le classement. Un mec qui fait ses stats dans une équipe qui est dans la première moitié de sa conférence dans le classement, il vise clairement un top 25. Malheureusement, collectivement, il en est pas là. Donc ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire ce que je dis.
Et peut-être que s'il apprenait encore avec l'expérience à moins confondre vitesse et précipitation, bah ça pourrait peut-être le faire. À ça j'ajouterais un peu de défense, un peu de shoot extérieur, et là on pourrait viser vraiment très haut pour Fox. Donc ouais, le potentiel est là, mais pour rentrer dans le top 50, bah il va falloir qu'il le confirme encore plus ce potentiel, ce cher des Aaron des Sacramento Kings. Pour De'Aaron Fox en tout cas, vous êtes 70% à valider cette place, donc encore une fois un bon pourcentage. 30% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé en l'excusant d'être à Sacramento parce que vous dites qu'il doit tout faire, etc. Je suis pas trop d'accord avec vous, parce que si on regarde le roster poste par poste à Sacramento, il y a quand même des jolis noms. Je suis d'accord pour dire que le coaching des Kings ne l'a jamais aidé jusque-là, mais voilà, enfin, quand t'es meneur de jeu, que t'essayes de tout faire, mais que tu n'y arrives pas et que le collectif n'y est pas, tu peux pas non plus tout mettre sur le dos du coaching. J'adore De'Aaron Fox, mais pour moi, il a aussi une part de responsabilité dans le collectif des Kings si ça tourne si mal en attaque. Donc, qu'il fasse ça dans une équipe qui gagne plus, et clairement, il va gagner des places, mais pour l'instant, il a pas encore montré qu'il en était capable. Donc pour l'instant, à mon sens, c'est trop haut pour le mettre dans le top 50, même s'il est juste à la limite. En place 50, voici Mikal Bridges. Et là, on a un profil qui est très différent de celui de De'Aaron Fox qu'on vient d'aborder là juste avant. On a un Bridges qui marque quasiment 10 points de moins par match, mais qui lui pèse partout, mais partout dans tous les secteurs, et qui pratique un jeu de la gagne dans une équipe qui gagne, enfin qui gagne au moins en saison. Son évolution depuis qu'il est en NBA, elle est plutôt folle. Là, il vient d'être élu dans les All Defensive Team, c'est amplement mérité. Le mec, c'est juste un chien de ce côté-là du terrain, c'est un bulldog, il est très long, il est vif, il est rapide, il peut partir en mission sur toutes les stars au périmètre, sur tous les meilleurs scoreurs, et quand vous l'avez sur le dos, même si vous êtes un marqueur de buckets élite, ben c'est chaud d'aller lui scorer sur la tronche. Il se place très bien, il anticipe super bien les lignes de passe, il peut vraiment switcher, et il a tout pour être un réel lockdown, le Mikal Bridges. C'était le meilleur défenseur des Suns. Bon, j'allais dire au périmètre, mais c'était le meilleur défenseur des Suns tout court cette saison. Puis cette année, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez, je trouve qu'il a vraiment fait de réels progrès en attaque aussi, ça j'aime bien. Avant il se contentait de se placer dans un corner, de se démarquer un peu pour créer du spacing. Son adresse de loin d'ailleurs est plutôt intéressante et ça c'est cool. Mais là de plus en plus il s'est mis à dribbler un peu, à créer pour lui, à aller en drive ou à s'arrêter en mid-range. Ça il le fait de mieux en mieux là au niveau de l'elbow et il fait ça avec talent. C'est loin d'être un scoreur pur c'est sûr, mais ça lui permet désormais d'avoir le minimum de bagages pour briller aussi de ce côté-là du terrain désormais et d'être un réel two-way player qu'il n'était pas vraiment avant. Mais aujourd'hui il peut être efficace des deux côtés du terrain. Spécialiste de la défense bien évidemment, mais quand il est sur le terrain, contrairement à d'autres spécialistes de la défense, son équipe attaque à 5 et clairement Mikal Bridges est une option qui est très efficace. Puis là faut se rendre compte qu'on est dans le top 50 des places qui habituellement sont réservées aux franchise players ou aux lieutenants. Donc généralement si t'es pas option 1 ou option 2 de ton équipe, t'as rarement une place dans le top 60. Et ben là Mikal Bridges c'est ni un franchise player ni un lieutenant, et pourtant je trouve que sa place il la mérite tellement il a un rôle primordial, il l'assume et qui plus est avec une équipe qui a des ambitions. Mikal Bridges top 50, je trouve ça plutôt cool pour le joueur des Suns. Pour Mikal Bridges, visiblement on a un consensus ou pas loin, vu que vous êtes 93%, vous l'auriez mis à peu près à cette place. 3% l'auraient beaucoup mieux classé, 3% l'auraient beaucoup moins bien classé, ça reste très faible, mais finalement il y en a un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous, et une grosse majorité dans ce range. Voilà, on va pas en dire plus, a priori Mikal Bridges il est dans ce range autour de la 50e place. En numéro 49, voici Domantas Sabonis. Et voici, après Vucevic, un autre pivot qui est très skillé offensivement, qui possède vraiment un bon mix de mouvements postes, de lecture de jeu, de capacité au rebond aussi, qui sont réellement, mais réellement impressionnantes je trouve. C'est un bon intérieur à l'européenne comme on l'aime je trouve, même si il a été formé aux USA finalement. Il a été double All-Star en 2020 et 2021, et tout ça c'est pas un hasard. Pourtant, et encore plus cette saison, même si c'était un peu le cas les saisons d'avant, il est le genre de joueur qui a tendance à me laisser sur ma faim, et c'est plutôt dommage, parce qu'à chaque fois, Indiana, j'avais l'impression qu'il pouvait faire encore plus, s'imposer vraiment comme un franchise player, et ça, il a jamais réellement réussi à le faire, et quand il est arrivé à Sacramento en cours de saison, j'étais peut-être naïf, mais j'y croyais aussi, je m'étais dit qu'il allait se libérer, il a fait quelques bons matchs en plus à son arrivée, et je me suis dit, ah, ça y est, on va voir le vrai Domantas Sabonis, et ça peut même peut-être aider les Kings. Sauf qu'au bout de 3-4 matchs, je vais pas le cacher, mon enthousiasme s'est vite envolé, et au final, il a eu à peu près le même impact qu'aux Pacers, pas plus, pas moins, alors qu'il aurait pu être plus responsabilisé. Et plutôt que de porter l'équipe vers le haut comme je l'espérais, j'ai l'impression que lui aussi s'est un petit peu laissé happer par la morosité ambiante. C'est un gars qui est capable de mettre 30 points parfois, avec des fois 15 ou même 20 rebonds. Il a fait des matchs à plus de 20 rebonds cette saison, mais d'autres fois, on l'oublie, ou lui se fait oublier tout seul, où il nous met 12, 15 points, il force pas trop, il se bat pas vraiment, et en défense, lui aussi, il a quelques failles, c'est toujours pas ça. Donc c'est frustrant, parce que chez les Kings, il a de quoi,
il a de quoi encore plus percer. Si j'attendais de lui qu'il soit un franchise player à Indiana, j'attends encore plus qu'il le soit à Sacramento. Même avec un De'Aaron Fox, ils peuvent former un vrai duo. Sur pick and pop ou sur pick and roll, ils peuvent être très bons tous les deux. Donc on verra. Pour l'instant, il n'a pas encore prouvé ça. Maintenant, l'an prochain, peut-être qu'il s'en sortira mieux avec un petit peu plus de vécu. Mais pour le moment, là, j'ai l'impression qu'en NBA, il plafonne un poil. Et j'en attends plus pour du côté de Domantas Sabonis. J'ai l'impression qu'il en a sous la pédale, mais il faut qu'il le montre pour que je le classe plus haut que cette 49e place. Pour Sabonis, il y a du débat encore. 52% quand même, vous êtes à peu près d'accord, donc tant mieux. À peu près, encore une fois, le range vous correspond globalement. 30% d'entre vous l'auraient beaucoup moins bien classé, parce que pour vous, il peut pas faire gagner son équipe et ce ne sera jamais un franchise player. 17%, eux, l'auraient beaucoup mieux classé, en disant qu'il a plein de talent, et je vous comprends aussi. Pour moi, il faut couper la poire en deux et trouver un juste milieu. Et le juste milieu, il est autour de cette place 49. Moi, ça me va bien pour Sabonis. Je comprends qu'il y ait du débat d'un côté ou de l'autre, mais ça, encore une fois, c'est subjectif, un top 100, et puis on a tous des critères qui diffèrent. Donc c'est normal qu'on ait à peu près tous des avis différents. En 48e place, voici DeAndre Ayton. Lui, je le mets juste devant Sabonis. Et je trouve que dans la frustration qu'il m'apporte, ils n'ont pas des profils qui se ressemblent, hein, mais ils se ressemblent dans la frustration qu'il m'apporte. Ce qu'il sauve, lui, néanmoins, c'est qu'il fait des choses dans une team qui est ambitieuse. C'est pas un aussi bon passeur que Sabonis, c'est clair. Enfin, c'est pour ça. Je disais que c'était des profils différents. Je sais même pas pourquoi je suis en train de les comparer. Si, parce que c'est deux intérieurs. Donc ouais, clairement. En fait, on a un Ayton qui défend beaucoup plus, mais un Sabonis qui a quand même beaucoup plus de QI basket offensif, qui peut faire plus de passes et plus de choses. Lui, il met quasiment autant de points. Et il voit moins bien, il voit beaucoup moins le ballon quand même, DeAndre Ayton. Parce que Ayton, si on fait le bilan de son profil, c'est un pivot qui est ultra costaud, qui sait utiliser son physique, qui sait utiliser ses épaules qui sont larges, et qui est très actif sur pick and roll. Et tous ceux qui disent, et ça je l'ai lu parfois, que ses stats sont du cas Chris Paul, ils voient que la face visible de l'iceberg. Parce que c'est fort, mine de rien, d'aller poser constamment des écrans comme il le fait. C'est fort aussi d'aller roll sans jamais s'épuiser, en proposant tout le temps des solutions. En plus de ça, il peut pop de temps en temps, il peut s'écarter. Son shoot à 3 points, il est toujours pas élite, mais il s'est toujours bien développé. En tout cas, tu peux pas le laisser tout seul au périmètre. On peut ajouter à ça sa capacité à protéger le cercle. Et je trouve que dans son profil, à seulement 23 ans, il est déjà bien poli pour un big man. Les outils, il en a un paquet, notamment dans les qualités athlétiques. Et tout ça, c'est pas un hasard si pas mal de monde pense qu'il pourrait signer un contrat max cet été. Maintenant, moi, mon gros souci avec lui, il vient de son implication. Je vais même pas revenir sur les déclats maladroites qu'il a faites là pendant les playoffs où il disait qu'il dormait très peu parce qu'il préférait jouer aux jeux vidéo pour se détendre. Ça, c'est juste une déclaration. Mais si on le regarde sur le terrain, je trouve qu'il y a des choses comme ça qui se voient et j'ai encore des doutes. Parfois il s'efface, il manque complètement de focus, que ce soit en attaque ou en défense. Il peut clairement regarder limite ses potes jouer. Quand il va pas poser ses écrans, il va se mettre au dunker spot là et il va être assez inoffensif. Et moi j'aimerais le voir plus dur, plus volontaire, plus agressif des deux côtés du terrain. C'est ça qui lui manque. Et faire moins de fautes aussi. Il a le talent en défense, mais il va faire encore trop de fautes bêtes et il y a ce côté manque de maturité qui peut vraiment surgir de temps en temps et qui peut lui faire défaut ainsi qu'à son équipe des Suns. En vrai là, moi je m'attendais. Après sa saison plutôt bonne, on regarde ses stats, sa saison est bonne. Je m'attendais à ce que vraiment il step up réellement en playoff, quand les matchs allaient devenir importants, quand on arrivait sur la plus grande scène du monde, qui punissent vraiment, mais vraiment la raquette des Mavs, qui avait personne pour l'arrêter. C'était son rôle. Ayton aurait dû punir la raquette des Mavs, mais en fait il en a pas été capable. Contre Dallas, il a tourné à 15 points et 8 rebonds, des stats qui sont moins bonnes que celles qu'il a faites en saison, alors que là il avait personne pour défendre sur lui. Moi ça me pose question, quand t'as un joueur avec tant de qualité, ça me suffit pas. Donc ouais, si on regarde ce qu'il a dans les mains, ce qu'il a dans les bras, ce qu'il a dans les épaules, ce qu'il a dans les jambes, dans les cuisses, dans les mollets, où vous voulez, il a de quoi viser plus haut qu'une 48e place, mais dans sa tête, dans son implication, dans sa dureté, j'ai plus de doutes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à le mettre plus haut dans ce top 100. Je suis persuadé qu'il a les qualités pour le faire, mais je dois attendre encore plus d'impact de sa part, des deux côtés du terrain, plus d'implication, plus de science du jeu, et encore plus dans les matchs où ça compte. Pour Ayton, finalement, on est à peu près d'accord, même s'il y en a pas mal, j'ai vu dans le chat qui était choqué, mais finalement vous n'êtes que 25% à penser qu'il aurait dû être beaucoup mieux classé. Moi j'ai encore du mal dans sa dureté, comme je disais. Maintenant vous êtes 75% à penser qu'il est à peu près à cette place, Ayton, donc ça montre que bon, même s'il y en a qui pensent que Ayton doit vraiment être mieux classé, moi c'est ce que je disais. Je peux pas dire que Ayton a un rôle beaucoup plus important aux Suns que celui de Michael Bridges, donc pour moi si Bridges est en 50, je veux bien mettre Ayton un peu au-dessus, mais pas beaucoup plus haut, et donc voilà, si Bridges était 50, Ayton 48, ça me semble à peu près logique, et ça semblait à peu près logique pour 75% d'entre vous. Donc tout ça c'est plutôt cool aussi.
En place 47, voici Jarrett Allen. Et lui, justement, c'est l'exemple parfait. En fait, j'ai aucun mal à mettre Jarrett Allen devant Ayton, et pourtant, à la base, normalement, un Jarrett Allen, il a beaucoup moins de qualité, beaucoup moins d'outils, un Ayton a le potentiel pour aller beaucoup plus haut, mais sauf que Jarrett Allen, si je le mets un poil de fesses devant Ayton, c'est à peu près le même range, mais je le mets juste un petit peu devant, c'est parce que lui, malgré un talent qui est moindre à la base, sur un terrain, il lâchera jamais rien, et tout ça, c'est important pour moi. Il a été All-Star cette saison, alors que Ayton ne l'a jamais été, et malgré tout le talent que le pivot des Suns semble avoir en plus, c'est pas par hasard si Allen a réussi à faire ça. Maintenant, attention, je dis pas non plus que Jarrett Allen n'a aucun talent, ce serait quand même craché dans la soupe de dire ça, et que tout ce qui monte de positif, c'est seulement dû à son hustle. Tout ça, ce serait faux. Non, dans son rôle de protecteur de cercle, rim runner, c'est vraiment un crack, son rôle, il l'assume vraiment à la perfection, c'est un joueur qui est grand, qui est long, qui est physique, qui saute haut, qui court vite. En défense, il met des contres, en attaque, il joue le pick and roll, il récupère aussi des passes lobées, il peut jouer aussi la contre-attaque en trailer, et on s'en rend compte, à Cleveland, il a une présence qui est réellement massive dans la peinture. Et ceux qui pensent que ça ne suffit pas, je les contredis. Regardez à quel point il a manqué à Cleveland quand il s'est blessé en fin de saison. En son absence, on a des Cavaliers qui ont clairement coulé, et c'est dire si le rôle de Jarrett Allen dans cette équipe des Cavs est primordial. Donc ouais, il est clairement moins gifté que tout plein de pivots que j'ai mis derrière lui, mais dans les domaines où il est bon, il est super spécialiste, il montre tellement d'envie que je tenais à lui donner une bonne reconnaissance de cette place 46 au vu de la très bonne saison qu'il a faite avec Cleveland et au vu des bons résultats que Cleveland ont fait avec Jarrett Allen quand il était en forme, quoi. Donc Jarrett Allen, vous êtes 89% à être d'accord avec moi, à l'avoir mis à peu près dans ce range, donc pour l'instant c'est cool, on continue le carton plein, je pense que dès la place suivante ça va s'arrêter ça, mais en tout cas pour l'instant on continue le carton plein, 89%, 7% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé et 4% l'auraient beaucoup moins bien classé. Donc ouais, finalement ça reste assez infime cette part-là qu'il aurait mis ailleurs. 89%, on est sur un bon consensus, ça fait plaisir. En place numéro 46, voici Ben Simmons. Et lui, évidemment, c'est le genre de gars qui est trop difficile à jouer, parce que je rappelle qu'on juge pas juste de la saison des joueurs, mais de leur niveau intrinsèque. Et voilà, c'est compliqué pour Simmons, c'est compliqué. Là, on se dit que, je rappelle, c'est toujours bien de le dire, que on fait en sorte, on s'imagine que tous les joueurs sont en bonne santé, on veut faire un match cet après-midi, ce soir, quand vous voulez, et on essaye de prendre les 100 meilleurs et on les classe de 1 à 100. Et là, c'est sûr que c'est très difficile de juger du niveau de Ben Simmons, vu que ça fait plus d'un an qu'on l'a pas vu sur un terrain. Les stats qui sont affichées, évidemment, c'est celles de la saison 2020-2021, parce que cette année, il a enchaîné les soucis psychologiques, les soucis au dos, les caprices de star un petit peu aussi, donc ça rend les choses un petit peu difficiles. Par contre, réellement, si on regarde le talent qu'il a, le physique qu'il a, les qualités et les outils qu'il a, c'est limite le gars qui pourrait être top 20, voire même plus. Donc ok, on adore le chambrer sur son manque de tir à 3 points. Mais le basket, c'est pas que le tir à 3 points, même si c'est important aujourd'hui. Et c'est vrai que sur le tir à 3 points, il y a un réel souci. Mais à mon avis, ce souci, il est presque plus mental que mécanique chez Ben Simmons. Par contre, dans le reste du jeu, s'il veut, et s'il est dans de bonnes dispositions, il l'a déjà prouvé, ça peut être un crack. S'il a déjà chopé 3 sélections All-Star en 4 saisons NBA dans lesquelles il a joué, c'est que c'est clairement pas un manche, contrairement à ce que je l'entends de temps en temps. Comme je dis, quand il est sur le parquet, qu'il est dans le bon mental, qu'il est dans le bon mood, déjà défensivement, il fait partie du gratin de la crème de la NBA. C'est un mec qui est long, qui est costaud, qui est mobile, qui est athlétique. Ça lui permet d'embêter tout le monde, les arrières comme les intérieurs. Il peut switcher sur les 5 postes, et ça, des joueurs qui le font aussi bien que lui en NBA, je suis pas sûr d'en connaître. Franchement, qui peut être aussi performant sur les 5 postes, il y a peut-être que Ben Simmons, quand c'est du Ben Simmons en forme, et défensivement, tu peux le mettre vraiment dans ce rôle de couteau suisse dans lequel il est impressionnant. Donc en attaque, je le répète, ok, c'est pas un shooter, mais c'est pas pour ça qu'il est inefficace. Avec sa taille immense, il peut dribbler, il peut créer, il peut aller vite, il a aussi une vision de jeu qui est pas loin d'être élite, il lâche tout plein de caviar, il peut partir très très fort en contre-attaque, même s'il y a du déchet encore dans ses contre-attaques, il peut partir à une vitesse folle et faire des coast-to-coast assez dingues, et avec ses atouts, et bien encore une fois, à part le shoot à 3 points, il est capable de cocher toutes les cases, de remplir quasiment toutes les colonnes statistiques, et quand on voit tout ça, quand on voit tout ce qu'il est capable de faire, ça donne envie de le mettre plus haut, sur ses capacités juste au niveau du basket, t'as envie de le mettre plus haut. Sauf que le souci, et ça va compter forcément dans mon classement, c'est qu'à mon avis, il est dans la tête. Est-ce que j'ai des questions le concernant? Est-ce que mentalement, il est fait pour le sport de haut niveau? Est-ce qu'il n'est pas trop effrayé par l'échec ou par les compétitions qui va trop haut niveau, par toutes les ambitions qu'il peut y avoir dans une équipe compétitive? Mais c'est des questions que j'avais abordées dans une vidéo et qui méritent d'être posées vraiment, et pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas les réponses. Du coup, ouais, grâce à son talent, clairement, je le mets dans le top 50 des joueurs actuels. C'est impossible de mettre un talent comme ça en dehors du top 50.
50. Par contre, sa psychologie, son état d'esprit, ça m'empêche de le mettre plus haut et c'est bien dommage, parce que il suffit de le regarder jouer pour voir qu'il pue le basket. Et par contre, si dans sa tête il est pas en état de jouer, c'est impossible de le classer parmi les élites, là où il devrait être avec un tel talent, le Ben Simmons. Allez, pour Ben Simmons, vous êtes 58%, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de débats et beaucoup plus de gens offusqués, vous êtes 58%, vous l'auriez classé à peu près à cette place. 31% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé, et je peux l'entendre si on reprend la saison ou les saisons qu'il avait faites avant sa saison blanche là, mais moi je suis désolé, j'ai beaucoup trop de doutes, je sais pas encore s'il est en état de jouer et s'il sera à nouveau en état de jouer un jour, c'est tout ce que je lui souhaite, mais il va falloir qu'il fasse un gros travail de coaching mental, même ses problèmes au dos, il l'a dit lui-même, c'était lié au stress, je pense que psychologiquement, moi je peux pas le mettre plus haut, et c'est dommage, c'est vraiment dommage vu le talent du joueur. Maintenant je comprends que 31% d'entre vous auraient envie de mieux le classer sur ses qualités basket, mais je trouve qu'elles sont quand même phagocytées, un petit peu abîmées et remises en question, remises en perspective, à côté du mental, si on compare ça au mental qu'il a et tous les doutes qu'on peut avoir à ce propos-là. Et 12% l'auraient carrément beaucoup moins bien classé, le Ben Simmons, parce que pour vous, peut-être, il est plus du tout en état de jouer. Ça, on le verra. Je lui souhaite en tout cas de faire une très bonne saison et de monter très vite dans le classement, parce que comme je disais, il pue le basket, c'est un mec qui est capable de faire bien plus, mais tant que j'en ai pas les preuves, et ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu jouer pour en avoir les preuves, et tout ce qu'on lit dans les médias et dans les interviews n'est pas forcément rassurant, je peux pas me permettre de le mettre plus haut de mon côté. La 45e place de mon classement NBA des joueurs à l'heure actuelle revient à Klay Thompson. Et en fait, quel plaisir de revoir Kyle Klay qui revient proche de son niveau, ou en tout cas qui revient à un vrai niveau de basketteur. Il y a 1 ou 2 ans, si j'avais fait ce travail-là, j'aurais vraiment eu du mal à le classer. J'aurais dû le classer, parce qu'il était quand même en top 100, mais j'avais aucune idée du level auquel il allait revenir. Et là, force est de constater qu'après 2 ans et demi sans jouer, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être pas le niveau élite qu'il pouvait avoir avant, mais c'est plutôt pas mal. Alors ok, il prend sûrement des coups de chaud de façon un peu moins fréquente que ce qu'il le faisait à l'époque. Ok, il est plus aussi mobile et athlétique en défense notamment, ça le pénalise pour moi, et il est là le vrai niveau qu'il a retrouvé. Son adresse de sniper pareil, elle est bien moins élite qu'à l'époque, c'est pour ça qu'il est pas dans un top 30 alors qu'il aurait pu y être dans un top 30 il y a quelques années, même largement. Donc si je le mets en 45, on est finalement pas si loin du top 30, il y a que 15 joueurs qui sont passés devant lui par rapport à un top 30, mais c'est que ça reste un vrai joueur, le Klay Thompson. Il va pas peser à tous les matchs, c'est sûr, en tout cas c'est plus le cas, il va pas non plus être ultra régulier, mais il peut mettre sa vingtaine de points par rencontre et c'est déjà correct. On a un Thompson qui est toujours capable de mettre de gros shoots, qui peut faire flipper quand il est dans le bon rythme, qui peut faire peur à toutes les défenses, et ça c'est encore d'actualité aujourd'hui. Il est toujours très bon pour se démarquer derrière les écrans et sanctionner au catch and shoot, et en parallèle, en défense, même si c'est moins un truc de fou qu'avant, il fait le taf quand même au minimum. Maintenant c'est quand même devenu un shooter unidimensionnel, qui fait le taf à peu près en défense, mais qui apporte pas grand chose d'autre que des shoots et des points. Je sais que je suis sévère avec lui, parce qu'il était capable de faire mieux, mais moi c'est un petit peu la vision de lui que j'ai aujourd'hui, même si peut-être que ça pourra progresser quand il retrouvera le tempo et qu'il retrouvera encore plus la confiance. Mais maintenant, est-ce qu'on va être trop sévère ? Non, parce que je le mets dans le top 45, et je le dis, top 45 c'est déjà pour le gratin de la NBA. Là il vient d'être champion NBA pour la 4e fois, en playoff, mine de rien il a continué sur son rythme plutôt correct de la saison, et même si lors de certains matchs il est passé à côté, il y en a d'autres, comme le match 6 des finales de conf par exemple, là face à Dallas, où il a vraiment fait kiffer. Il nous avait fait un 8 sur 16 à 3 points et 31 points dans ce match-là. Donc ouais, c'est sûr, il est plus irrégulier qu'avant, mais faut pas croire qu'à l'époque non plus il était adroit à tous les matchs avant sa blessure. Je sais qu'on a tendance à vouloir garder tous les bons souvenirs de Klay et de se dire là il est très très loin du niveau d'avant. Ok, il a pas retrouvé le niveau d'avant, mais c'était pas non plus parfait tous les soirs, Klay Thompson à l'époque. Il est moins athlétique aussi, c'est vrai, mais ça reste un 3&D, un peu moins performant en défense, et surtout qui a su briller dans une équipe qui est championne NBA, et ça a du poids, et dans laquelle il a eu un vrai rôle pendant tous les playoffs. Donc ouais, top 45, 45e place pile poil, ça me va très bien pour le Big Smokey aujourd'hui cet été, à voir si l'an prochain, en retrouvant le tempo, il peut encore viser plus haut. Pour Klay Thompson, finalement ça va aussi, je pensais qu'il y aurait plus de débats là-dessus, vous êtes 74% à valider cette place, vous êtes 22% à le classer beaucoup mieux. Pour moi c'est encore tôt, mais il est capable de monter dans les années à venir, mais pour moi il va falloir qu'il prouve qu'il peut encore vraiment revenir de sa blessure à son âge, peut-être qu'il montera l'année prochaine, mais moi j'ai quand même du mal à le mettre plus haut que la place 45, et vous êtes 4%, vous l'auriez beaucoup moins bien classé, ça je trouve ça sévère, mais je peux quand même l'entendre si vous attendiez, non on juge pas en fonction des attentes, mais c'est vrai qu'il a montré des failles que peut-être d'autres joueurs n'ont pas.
En 44, voici Fred VanVleet. Alors, Fred VanVleet, qu'en pensez? Eh bien, lui aussi, j'ai eu un petit peu de mal à le classer, parce que si j'avais fait mon top au moment du All-Star Game, je pense que je l'aurais mis bien plus haut, et peut-être que c'est bien d'avoir eu un peu de temps depuis, d'avoir pu prendre un petit peu de recul, parce que ma vision, encore une fois, je pense qu'elle aurait pu être biaisée par la culture de l'instant, parce qu'à ce moment-là, il était juste excellent au meilleur niveau de sa carrière. Là, aujourd'hui, je suis conscient que VanVleet a fait 3 premiers mois de saison énormes. Il a fait un mois de janvier à 24 points par match, c'était un truc de vrai taré, par exemple, et c'est comme ça qu'il a obtenu sa première sélection All-Star en carrière, et elle était amplement méritée. Il a vraiment su prendre le relais de Kyle Lowry à la main, tout ça c'est tout à son honneur, sauf que le truc c'est que depuis le All-Star break, il a connu une baisse de rythme, il a connu aussi des blessures, il a connu de l'irrégularité, il a eu beaucoup de mal à retrouver son tempo, et peu à peu, alors qu'il avait les rênes de l'équipe, elles sont revenues, comme elles étaient un petit peu à la base, à Pascal Siakam. Et là, en playoff, je veux bien entendre par exemple qu'il a été diminué par les blessures, mais ça a été plutôt catastrophique face aux Sixers, les matchs qu'il a joués. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu es présent, tu n'as pas d'excuses, tu dois assurer. Et lors de ces playoffs, Fred VanVleet a eu beaucoup de mal. Il n'a pas réussi à tenir sur son rythme de foot début de saison, son corps a pas tenu, et finalement, après sur All-Star Break, il a joué plus que 15 matchs à 16 points de moyenne, alors qu'il était capable de beaucoup mieux sur le début de la saison. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à savoir si son début de saison c'était vraiment un gros step-up qui allait durer, ou si c'était juste un petit coup de chaud le temps que Siakam retrouve son niveau. Est-ce que vraiment les blessures excusent tout, ou alors est-ce que c'était juste un coup de chaud? J'ai du mal à répondre à ça, c'est pour ça que je trouve qu'il est pas facile à classer. Donc pour l'instant, tant que j'ai des doutes, je peux pas le mettre plus haut, mais je trouve que quand même, une place 44 pour un Fred VanVleet, il y a un an, je l'aurais quand même pas mis aussi haut, donc c'est déjà très propre pour le joueur des Raptors. Pour Fred VanVleet, encore une fois, on est d'accord, on continue le carton plein ou presque, même le carton plein pour le moment, parce que vous êtes 72% à le voir dans ce range. 24% d'entre vous l'auraient vu beaucoup moins bien classé, parce que vous n'avez pas aimé sa deuxième partie de saison. 4% l'auraient beaucoup mieux classé. Je trouve que le classer beaucoup moins bien, c'est dur pour lui, parce que même s'il est un peu irrégulier et que tu sais jamais à quel niveau il va être soir après soir en fonction de son adresse, parce que c'est un joueur qui joue beaucoup avec son adresse, c'est aussi quelqu'un qui peut être très clutch, qui n'hésitera jamais à prendre les gros shoots, et c'est pour ça que moi je l'aurais vraiment mis dans ce range et je l'aurais pas beaucoup moins bien classé, contrairement à 24% d'entre vous. Mais 72% le voyait à peu près à ce range, donc on va enchaîner, et ça veut dire qu'on est à peu près d'accord concernant VanVleet. En place 43, voici Marcus Smart. Et voir un joueur à 12 points par match seulement dans le top 50, ça fait bizarre un peu, non? Mais bon, quand tu viens d'être élu Defensive Player of the Year et que tu joues un rôle primordial dans l'équipe qui va en finale, au final, ça a vite du sens, quoi. Sur les arrières adverses, c'est juste une teigne, Marcus Smart. Il donne tout, il donne plein d'énergie, il utilise bien ses jambes, il saute sur tous les ballons, et surtout, je trouve qu'il défend, la plupart du temps en tout cas, à part quand il débranche, avec son cerveau, et ça c'est plutôt appréciable. De ce côté-là, c'est quand même un joueur qui est expérimenté, et à chaque match, ça se voit, il pèse vraiment défensivement. Le mec, il arrive à rentrer dans la tête des ball handlers, même les plus talentueux en face, et le pire, c'est qu'il est suffisamment costaud et solide pour switcher sur tout un tas de positions, et même sur des pivots, il peut aller être embêtant, il peut provoquer des charges, il peut se jeter en arrière, jamais il lâchera quel que soit ton physique, et ça c'est fort appréciable quand on regarde jouer Marcus Smart. Puis ce que j'ai aimé, c'est que en défense, mais surtout en attaque, il a largement augmenté son niveau de jeu en playoff, au moment où ça comptait le plus, et ça forcément, ça va dans son sens, quoi. Après c'est clair que des fois, c'est ce que je disais, il a les fils qui se touchent un petit peu, il enchaîne les mauvais choix, il perd des ballons, il prend des shoots casse-croûte. Je parle de l'attaque, parce qu'en défense, même s'il fait quelques erreurs des fois, généralement ça va, mais en attaque, des fois, c'est le côté sombre de Marcus Smart qui reprend le dessus, et ça me permet pas de l'imaginer plus haut dans le classement. Cependant, s'il était qu'un défenseur, même le meilleur, je pense pas que je l'aurais mis dans mon top 50. Non, ce que j'aime, c'est qu'il a fait de vrais progrès offensifs. Avant, je le prenais plutôt pour un poste 2 qui jouait agressivement mais qui avait un apport qui était plutôt faible en attaque, et désormais je trouve qu'il a fait de réels progrès dans le playmaking. Il est plus patient, il lâche plus de passes décisives, il joue à la main avec de plus en plus d'aisance, de plus en plus d'expérience, et tout ça, ça me plaît pas mal. Jamais j'imaginais qu'il se développerait en playmaker, et malgré des moments où il y a plus rien qui va pour Marcus Smart, sur les 3/4 d'un match, il est capable d'être très bon dans le domaine. En parallèle, moi je trouve que, ok, il y a des fois, il prend toujours des shoots que j'aime pas, dans des moments importants en plus, où il joue un peu le hero ball alors qu'il a du Tatum et du Brand dans son équipe, je capte pas toujours ce qu'il fait, mais quand même, il a fait de vrais progrès à 3 points, et ça aussi c'est fort appréciable. En fait, ça se voit pas forcément dans ses shoots, dans ses pourcentages, je veux dire, ou dans son adresse, ses progrès à 3 points, mais avant, il se contentait de dégainer sur catch and shoot quand il était tout seul dans un corner ou à 45, aujourd'hui il arrive quand même de plus en plus à pull-up, avec le bien qui va avec et avec le mauvais qui va avec quand il insiste trop là-dessus. Et
même si des fois il va peut-être prendre trop la place de Tatum ou Brown en essayant de sauver les matchs à lui tout seul, mais il y a quand même d'autres fois, où moi ça je veux le mettre dans son sens aussi, mais quand Tatum ou Brown sont dans un jour sans, et bien lui il arrive à mettre quelques points qui vont faire du bien aux Celtics. Donc ouais, tout ça représente de vraies qualités, et même si Smart en attaque a quelques limites dans la prise de décision et les balles perdues, il est arrivé à compenser certaines failles cette saison en faisant de vrais progrès, en étant une pièce essentielle de l'équipe finaliste de la NBA, en étant aussi le meilleur défenseur de l'année. Du coup, cette 43e place, où comme je le dis, on est déjà vraiment dans les meilleurs des meilleurs joueurs de la NBA, cette 43e place, elle me semble plutôt bien pour Marcus Smart. Pour Marcus Smart, on continue les bonnes stats aujourd'hui, et vous me faites plaisir. 70%, vous l'auriez mis à peu près à ce range. 17% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé, en disant quand même c'est le Defensive Player of the Year, le Depoy il mérite mieux. Moi je suis pas forcément d'accord parce que trop d'erreurs en attaque encore, malgré les progrès qu'il a fait. Et 13%, mine de rien, d'entre vous l'auraient beaucoup moins bien classé, dans la mesure où quand dans les moments décisifs il se met à faire n'importe quoi et il se fait un petit peu avoir par ses émotions. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, Marcus Smart. C'est ce côté un peu feu follet, pour le meilleur et pour le pire. Mais globalement, 70% vous l'auriez mis dans ce range, et ça montre qu'on est à peu près là où il faut avec Marcus Smart. En place numéro 42, voici Russell Westbrook. Et là, je sais même pas quelle va être votre réaction. Je sais pas si vous allez être soulagé de le voir ou si vous allez plutôt hurler parce qu'il est trop haut, parce qu'il est trop bas. De toute façon, je lis tous les avis possibles et imaginables concernant Russell Westbrook. Clairement, il y en a certains qui vont le trouver trop haut au vu de la saison qu'il vient de faire. Il y en a certains qui vont le trouver bien trop bas au vu de la carrière qu'il a eue. Mais ce qui est bien, c'est que de toute façon, vu qu'aujourd'hui on juge ni de la saison ni de la carrière, mais plutôt du niveau d'intrinsèque à l'heure actuelle, et bien ça veut dire que ceux qui auront ces arguments-là, ils seront hors sujet par rapport au concept. Et puis je me dis que si vous avez des réactions comme ça, qui sont vraiment partagées, soit beaucoup trop haut, soit beaucoup trop bas, mais que je suis plutôt dans le vrai en coupant la poire en deux, moi c'est ce que j'aime bien faire. En fait, clairement, je vais pas me mentir, la saison de Russ a été plutôt dégueulasse. Il a des stats qui sont toujours complètes, c'est sûr, il met des points, il prend des rebonds, il fait des passes, mais quand on sort des chiffres, quand on sort un petit peu des chiffres et des feuilles de stats, qu'on regarde vraiment la façon qu'il a eu de jouer, il faut pas 2 heures pour se rendre compte que sur les 3 quarts de la saison, ou sur les 3 quarts des matchs de la saison, ou sur les 3 quarts de la durée même d'un seul match, mais des fois il a joué complètement à l'envers. Ses pertes de balles étaient bien trop fréquentes, ses tirs n'arrivaient quasiment jamais dans le flow du jeu, il passe quand il doit tirer des fois, il tire quand il doit passer, j'exagère un peu, mais en plus de ça il défend une fois sur deux, même s'il a de l'envie, mais il fait tellement d'erreurs que tout ça pique quand on regarde vraiment juste sa saison. Donc je fais exprès de grossir le trait, mais tous ceux qui ont vu les Lakers cette année savent qu'il y a un peu de ça. En plus de ça, moi personnellement, et c'est ça qui m'a déçu, plus que son jeu encore, Russell Westbrook, c'est la plupart de ses déclarations. En fait, j'ai pas aimé le fait qu'il se remette si peu en question, d'ailleurs tout comme les Lakers, c'est pas le seul des Lakers à pas s'être remis en question, et j'ai trouvé qu'il a eu une grosse tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos du coach Frank Vogel. Donc Frank Vogel aussi, il y a des choses à lui reprocher, mais j'aurais aimé que chacun essaye de se remettre en question, plutôt que tout le monde essaye de tirer dans les pattes des autres. Donc après maintenant, je comprends que nous on soit déçus, et qu'on soit presque en colère contre lui, mais est-ce que sa saison toute pourrie doit forcément faire qu'on le sorte du top 50, voire même du top 100, comme je l'entends parfois? Eh ben je crois pas. Je crois pas, parce que Russell Westbrook, intrinsèquement, mais ça reste l'un des joueurs qui a l'un des plus gros volumes de jeu en NBA, qui est capable de courir partout, dans tous les sens. Alors parfois c'est hors de contrôle, mais vraiment il peut donner énormément de choses avec ses qualités et ses défauts, mais souvent il essaie quand même de donner son max avec tout ce qu'il peut faire, avec toute son énergie, avec toutes les erreurs qui vont avec son énergie, avec toutes ses émotions aussi, par lesquelles il se laisse parfois embarquer, mais au moins il essaye. Donc cette année, il a un petit peu fait la gueule, ça c'est moins vu que certaines saisons, mais c'est aussi un des rares Lakers à avoir été en tenue toute la saison. Je crois qu'il a joué 81 matchs sur 82, quoi. Donc on pourra pas lui reprocher de pas avoir tout tenté, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est son absence de remise en question, j'ai moins aimé. Pour aller plus loin, sans non plus vouloir lui trouver d'excuses, mais un petit peu quand même, les Lakers, c'est sa 4e équipe en 4 ans. Là, il est arrivé dans un tout nouveau contexte, avec des coéquipiers et un plan de jeu qui lui convenait pas forcément, avec un coach avec qui il avait une relation tendue et avec qui il n'avait pas beaucoup de système, qui ne le faisait même pas jouer des 4e quart-temps, et au final il s'est retrouvé dans un bourbier qui était assez catastrophique. Moi ça me laisse penser que je veux lui donner encore au moins une chance, avant d'affirmer que je l'entends parfois que son niveau est complètement éclaté. Je me dis que c'est trop sévère de ne le juger que sur cette saison au vu des circonstances atténuantes et des raisons extérieures qu'il peut y avoir. Par contre, à l'inverse, mes doutes le concernant m'empêchent de trop m'enthousiasmer. Un joueur comme Westbrook, normalement c'est top 15 voire top 20, et encore ça peut même viser plus haut, certaines saisons ça a visé clairement plus haut, et si je le mets que en 42 aujourd'hui, c'est qu'au vu de sa saison ratée, même si je lui trouve plein d'excuses, mais j'ai encore pas mal de doutes, et en vrai, là, j'ai aucune réelle certitude sur le fait qu'il mérite plus
si on évalue son niveau actuel. Je ne lui souhaite que de me prouver que je mens la saison prochaine, peut-être dans un autre contexte, et en brillant vraiment pour montrer que les excuses, c'était une vraie raison, le contexte Lakers, c'était une vraie raison pour montrer qu'il a un peu de choc cette saison, mais à lui de le prouver où il montera. Par contre, s'il nous refait une saison aussi catastrophique dans l'attitude et dans le jeu et dans les erreurs, eh ben, il pourrait rester, voire passer en dehors du top 50 l'an prochain quand on refera stop. Hein. Et pour Russell Westbrook, hein, comme je l'avais prévu, ça a débattu dans tous les sens. Il y a des grands fans de Russell Westbrook, certains qui me disent qu'il mériterait peut-être d'être top 3 all-time dans le chat. J'ai jamais vu d'aussi grosse dinguerie. Mais ça montre à quel point certains aiment Russell Westbrook. En tout cas, c'est le premier, et pas tout à fait un gros échec, parce que vous êtes 44%, vous l'auriez mis à peu près dans ce range, et 44% à peu près, 44% vous l'auriez mieux classé. J'espère que c'est pas ceux qui le mettent top 3 all-time, ou qui me disent que l'année dernière il était largement top 10. Là non plus, je suis pas du tout d'accord. Pourtant, il a fait une meilleure saison l'année dernière aux Wizards, mais toute sa première moitié de saison, c'était pas ouf. Moi, c'est vrai, hein, si on regarde que les stats, la saison de Russell Westbrook est plus que correcte. Mais là, moi, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. L'attitude, le fait qu'il soit benché à la fin. Moi, je veux bien l'excuser sur tout plein de choses avec le contexte, mais sans ces excuses, je l'aurais peut-être mis beaucoup plus bas. Là, c'est parce que je crois encore en lui, que moi, je veux bien lui donner une place 42. En vrai, dans l'impact qu'il a eu cette saison, heureusement qu'il a eu un vrai passé et qu'il a montré déjà pas mal de choses, même si ça fait déjà 1 ou 2 saisons, hein, je pense qu'il commence à avoir plus de difficultés, mais on peut mettre ça encore sur le côté, le contexte qui change chaque année, mais bon, maintenant on peut pas non plus tout le temps lui trouver ces raisons-là. Russell Westbrook 42, moi je suis désolé, je peux pas vraiment le mettre plus haut. Je suis persuadé que c'est un meilleur joueur que ce qu'il a montré aux Lakers, mais si on avait jugé que ce qu'il avait montré aux Lakers, il serait beaucoup plus bas dans mon top aujourd'hui, quoi. En 41, voici CJ McCollum. Donc c'est le dernier joueur pour aujourd'hui, hein, avec cette 41e place. Et en vrai, moi j'avais un CJ McCollum qui globalement me décevait pas mal ces dernières années, parce que son potentiel offensif, je trouve qu'on le voyait à Portland, mais le fit avec Lillard était tellement compliqué, en attaque comme en défense, qu'on avait toujours l'impression qu'il n'était pas vraiment utilisé au maximum de ses capacités. Et ça s'est vu d'ailleurs plusieurs fois en l'absence de Damian Lillard. À chaque fois, ou presque, on a un McCollum qui a réussi à prendre les rênes des Blazers avec talent. Des fois c'était même un meilleur scoreur que Lillard, même quand les deux étaient là, hein, de temps en temps. Sauf que mine de rien, souvent, je trouve que quand ils ont cohabité, il y en a toujours un des deux qui retombait dans ses travers, et notamment McCollum, qui pouvait avoir une certaine irrégularité. Il y avait des matchs où il était dément, des matchs où on le voyait très peu, et surtout une défense qui était pas loin d'être inexistence, et une obligation à jouer 80%, allez, au moins 80% du temps sans le ballon, parce que Dame Lillard, forcément, porte beaucoup la balle. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que ça y est, il a été transféré, il est arrivé à la Nouvelle-Orléans, on l'a décalé au poste de meneur de jeu, ça m'a surpris, hein, mais vu que Devonte Graham satisfaisait pas en playoff, on a mis CJ en meneur, et c'était pas si mal, et son but c'était d'essayer de créer un maximum pour les autres, et jouer le rôle de lieutenant de Brandon Ingram dans une association qui était beaucoup plus complémentaire que celle qu'il montrait avant du côté de Portland. Et ce qu'il a fait chez les Pelicans, ça m'a plutôt plu, en tout cas en saison, un peu moins en playoff, peut-être qu'on en parlera après, mais en saison, depuis qu'il est à Nola, il a tourné à 24 points par match, un peu plus de 24 points par match même, ses pourcentages étaient pas loin d'être excellents, à part au lancer franc, il fait quasiment 6 passes par match, dans une équipe qui a fait les playoffs en plus, et son arrivée en Louisiane a réellement poussé les ambitions de l'équipe vers le haut. Moi je m'attendais même pas à ce qu'ils fassent le play-in, au final ils ont fait le play-in, ils sont sortis du play-in et ils sont même allés en playoff. Tout ça c'est cool, et ça, quand on parle de tout ça, c'est un CV qui mérite de viser le top 30-35 je me dis normalement, mais je l'ai mis en 41, parce que j'ai voulu attendre un petit peu pour m'enflammer, parce que ces playoffs à CJ sont quand même un poil moins bons, tout ou presque face aux Suns, hein, du côté de la Nouvelle-Orléans, ça reposait sur Ingram, même si McCollum mettait toujours des points, son adresse, elle a vraiment chuté là en post-season, il a beaucoup tiré, mais les shoots rentraient pas, il nous a fait des 9 sur 25, des 7 sur 22, c'est pas fabuleux, et en parallèle, en défense, surtout face à une traction arrière Paul Booker, mais il a de nouveau montré ses limites, et elles ont été très exposées, hein, face aux Suns au premier tour. Du coup, clairement, moi je suis vraiment hypé par l'arrivée de McCollum à la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'il a moyen de vraiment grimper dans ce ranking, parce que là il est dans des conditions qui vont sûrement être meilleures pour lui que ce qu'elles étaient à Portland. S'il continue à s'adapter avec l'équipe, il a de beaux jours devant lui à mon avis, mais maintenant je vais attendre quand même plus de preuves, notamment dans les matchs importants, mais aussi un échantillon un peu plus gros, un peu plus long, pour définitivement m'enthousiasmer et le placer plus haut. Donc on verra ce que ça dit la saison prochaine, et ce sera d'autant plus intéressant à observer si Zion Williamson revient. On verra ce que donnent les Pelicans, et on verra quel niveau peut avoir McCollum là-dedans, et s'il continue à briller comme il l'a déjà fait, et qu'il arrive à être plus régulier, un échantillon plus long, et qui pèse en plus en playoff, et pourquoi pas voir McCollum décoller dans l'année à venir, si on refait ce classement l'année prochaine. Et pour finir, CJ McCollum,
On revient sur une proportion où on est plutôt d'accord. Après le tollé Russell Westbrook, là vous êtes 75% à penser qu'il est à peu près dans le bon range, le CJ McCollum. 17% l'aurait beaucoup moins bien classé, 8% l'aurait beaucoup mieux classé. Donc finalement, on est pas mal. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais il a fait de très bons play-in. Allez, moi je pense qu'il lui reste pas grand-chose. À lui de confirmer qu'il peut être aussi utile dans une équipe qui joue aussi bien que les Pelicans. En tout cas, qui joue aussi bien que les Pelicans en fin de saison. Attention, avec le retour de Zion, je pense qu'on est beaucoup à avoir hâte de les voir jouer, ces Pels, la saison prochaine. Et c'est là-dessus que notre live va s'arrêter. En tout cas, merci d'avoir participé tous. Merci d'avoir tous voté sur les sondages. Au final, on est presque sur un accord global. Même Russell Westbrook, on était à égalité entre ceux qui le voyaient à ce range et ceux qui le voyaient plus haut. Donc comme quoi, les fans de Russell Westbrook qui le voient super haut classé, même dans un classement all-time, désolé pour vous, mais il doit pas y avoir trop de blasphème. En tout cas, pas tant que ça, je crois. En tout cas, selon la communauté Twitch d'aujourd'hui, a priori, il y en a pas trop. Voilà pour ce qui est des places 60 à 41 de mon top 100 NBA actuel, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, vous en avez pensé quoi? Quels sont les joueurs qui pour vous étaient le moins bien classés? Lesquels auriez-vous mis plus haut? Lesquels auriez-vous mis plus bas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Rappelez-vous aussi que je vous invite à le faire, votre top 100 NBA actuel, et pour ça j'ai créé une adresse mail exprès. Ce sera vachement bien au moment du débrief de comparer vos classements à mon classement, donc n'hésitez pas. Petit mémo, on n'évalue pas juste la saison des joueurs, on évalue vraiment leur niveau intrinsèque, comme si on faisait un pick-up game avec eux en bonne santé cet après-midi. Je vous le rappelle aussi, pour avoir des t-shirts aussi cool que le mien, c'est sur Derby Ball que ça se passe, vous avez toutes les infos et le code promo dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Je vous le rappelle, là sur Twitch, on n'est plus qu'à quelques subs du nouveau sub goal de 200, la suite des Philadelphia Six Men, ma série gaming. Et si vous hésitiez encore à sub, ben maintenant je pense que vous avez plus d'excuses, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je vous invite vraiment à le faire et je vous remercie même d'avance. À très vite.